Eh bien bonjour à toutes et à tous. Une fonction essentielle de tout éleveur, c'est l'amélioration de la gestion de l'espèce et malgré la volonté des uns et des autres, il faut constater que les progrès auront été faibles dans les différentes espèces que sont les mammifères, car le cycle de reproduction est long, à la différence des productions avicoles ou porcines. De toute façon, aucun progrès n'était possible sans l'enregistrement des résultats de production en lait, en viande ou toute autre performance d'ailleurs. La formule qui colle le mieux à cette idée, c'est que l'on ne peut améliorer que ce que l'on connaît. Le premier progrès sera donc l'enregistrement des données de production de façon à constater une différence mesurée, objective, entre deux animaux et de choisir l'animal à conserver. Ce choix va donc porter sur les femelles permettant de favoriser la reproduction des meilleures lignées que l'on va associer au mâle censé être le meilleur et présager d'une bonne production. Nous allons développer tout cela dans le paragraphe suivant et notamment grâce à nos deux témoins, André Philippe, qui s'est installé comme éleveur à partir de 1956, qui sera aussi d'ailleurs administrateur du centre d'insémination, de Michel Vautier, contrôleur laitier, qui a connu une partie de cette période. Et maintenant, une petite virgule. De façon empirique, puis grâce à l'aide du contrôle laitier, à partir de 1920, dans l'Oise, pour les premières expériences, on va sélectionner les meilleures femelles du troupeau et donc réformer les moins bons éléments. Il faut dire que le recours au mâle était parfois et seulement motivé par la nécessaire production d'un veau permettant de relancer la lactation d'une vache. Ce qui fait que le taureau le plus proche de la ferme sera celui à qui sera confiée la tâche. C'est ce que nous a dit hors enregistrement André Philippe. Le premier effort de sélection va se faire dans son troupeau, en faisant le choix de garder la meilleure productrice plutôt qu'une autre. Quand cela était possible, dans les petits troupeaux, cette démarche était parfois difficile par manque d'effectifs. L'autre méthode pour améliorer la qualité et la productivité du troupeau, c'était par soit l'achat de femelles, qui était une méthode rapide, mais aussi une méthode plus coûteuse et parfois plus risquée sur le plan sanitaire, ou par l'achat de mâles préalablement sélectionnés. L'amélioration par l'achat de mâles de qualité se faisait en s'appuyant sur plusieurs critères. Le premier, la qualité du troupeau d'origine. Évidemment, s'il était inscrit au Airbook, c'était un petit plus. La conformation de l'animal, c'est-à-dire son phénotype. Les références en matière sanitaire, car c'est un animal qui va rentrer dans le troupeau. En ce sens, il a existé dans les départements une commission d'agrément des taureaux qui était destinée à la monte publique, donc formée de techniciens d'élevage. Le taureau en élevage bovin était essentiel, mais il présentait quand même deux risques importants. D'une part, le risque sanitaire, on y a déjà fait allusion, et puis l'infécondité ou l'incapacité à saillir, ce qui faisait l'objet de temps à autre de pas mal de litiges, car constater qu'un taureau, au bout de 4 à 6 mois de fonctionnement, était stérile, représentait quand même une perte réelle. Et puis quand même un autre facteur, c'est que c'était un animal supplémentaire qu'il fallait nourrir, et dont la seule fonction serait la reproduction. Évidemment, ce type de mâle ne pouvait être attelé, on confiait cette mission aux seuls bœufs, qui sont pour info des mâles castrés. Les risques d'accident, car manipuler un taureau de 700-800 kg n'était pas non plus sans risque, les accidents ont été réels. Il y avait donc de bonnes raisons pour retenir la solution insémination artificielle. On a tendance à considérer que cette technique est seulement disponible depuis le milieu du XXe siècle. Et pourtant, il peut être utile de faire un brin d'histoire pour mettre un peu cela en perspective. Se souvenir par exemple qu'en 1322, au cœur de l'Empire ottoman, il avait été collecté du sperme avec une technique d'éponge afin de féconder une jument. Donc ça fait pas mal de siècles. Par parenthèse, il faut toujours se rappeler
que les chevaux, la cavalerie en général, seront un élément décisif dans toutes les guerres, et cela jusqu'à la mécanisation de ces fameuses guerres. Là comme ailleurs, c'est la raison majeure de la création des haras nationaux, avec leur décentralisation, dont le rôle majeur était de sélectionner, là aussi, et mettre à disposition des éleveurs des étalons choisis pour leurs aptitudes. Si on revient sur l'histoire, en 1770, un moine italien, Splanzani, a réussi à utiliser le sperme d'un chien par masturbation pour féconder une chienne. C'était la première reproduction sans approche physique. Cette technique est présentée en France par le vétérinaire Repiquet à la Société centrale de médecine en 1887. Mais il faudra encore attendre pas mal d'années. Ensuite, au début du XXe, les Russes Ivanov et Milavona vont mettre au point le vagin artificiel afin de faire une collecte dans des conditions hygiéniques acceptables. Enfin, en 1935, Jean Blin, vétérinaire, réalise les premières inséminations sur bovins. C'est donc à partir des années 1930 que l'insémination dans l'espèce bovine va se développer, notamment aux USA, au Danemark et en Grande-Bretagne. La France, elle, va prendre un réel retard en ce domaine, et c'est la Bergerie nationale de Rambouillet qui, en 1944, va faire naître les premiers agneaux par insémination artificielle. Ce centre va acquérir une expérience qui va servir d'appui au développement de cette technique en France. Dans tous les départements, les DSA, c'est-à-dire les directeurs des services agricoles, ex-DDA, ex-DDT, et les DSV, directeurs des services vétérinaires, vont faire une présentation de ces nouvelles techniques lors de réunions de promotion. Le premier centre, en 1946 en Eure-et-Loire, à La Loupe, pas bien loin de Rambouillet, et ensuite dans Lyon, la Marne, l'Aisne, qui vont démarrer en 1946. En 1948, il y a déjà 38 centres qui fonctionnent en France. Pour ce qui concerne les Vosges, ils vont découvrir cette technique dans Lyon en avril 1948 et aussitôt se mobiliser. Et cela deviendra une véritable croisade. Après un gros travail de vulgarisation, la commission départementale créée à cet effet a recensé 145 communes faisant ressortir l'adhésion de principe d'un certain nombre d'éleveurs, représentant à eux tous un total de 6 821 vaches. Vous imaginez le nombre. Au tout début de 1949, il est déjà créé 7 coopératives locales, mais il fallait passer de l'intention aux actes et mobiliser beaucoup d'énergie. Car malgré la pénurie, le centre démarre en mai 1949. Ce centre avait réussi l'aménagement de locaux et à acquérir le matériel nécessaire ainsi qu'une voiture, et faire l'acquisition de 5 taureaux pie rouge et de 2 taureaux hollandais. Les critères génétiques qui avaient été fixés à cette époque, c'était que la lactation de la mère du taureau devait être supérieure à 3000 kg en première lactation et 3500 kg en seconde lactation. Il est très rapidement créé une fédération départementale et le directeur donne les chiffres de l'année 1949, 386 inséminations, et ce chiffre va monter à 832 l'année suivante. Avec ces chiffres, on mesure le chemin qui reste à parcourir. Le centre des Vosges, qui compte la totalité du département et un tiers environ de la Haute-Marne, avait à son catalogue 15 taureaux tachetés de l'Est, 14 taureaux frisonnes et 11 taureaux Montbéliard, plus un taureau Brune des Alpes, en 1964. Cette même année, donc 15 ans plus tard, on était déjà à plus de 100 000 inséminations premières réalisées avec 34 inséminateurs. Le pari était donc gagné. En 1970, le même centre d'insémination avait des taureaux de 6 races, 74 taureaux dont 18 étaient testés favorablement. Et comme je disais en introduction, le progrès génétique n'est possible qu'avec le développement du contrôle de performance et pour les bovins laits, du contrôle laitier. C'est évidemment un sujet que je développerai et qui a toute son importance. Il est complémentaire et fait totalement partie du dispositif d'amélioration génétique. Nous avons vu dans un sujet précédent, le hier, c'est-à-dire les années 1975 à 2000,
Il nous restera à parler de la situation très actuelle avec l'impact de la génomique sur les races dominantes, mais aussi sur les races à faible effectif. Ben Robert était quand même, si tu veux, il était précurseur, si tu veux, un peu pour l'agriculture quand même. Il avait quand même il avait des idées, quoi. Et puis il aimait quand même le progrès, si tu veux, par rapport à... Il faut penser qu'à l'époque-là, on n'était même pas à 3000 kilos par vache. Alors qu'aujourd'hui, il a multiplié par 3 et même plus. Alors ça change tout quand même. Bon, à l'époque, c'était quand même laiteux, puisque même au point de vue contrôle laitier, on faisait uniquement la matière grasse. Pas de cellules, pas de protéines, rien du tout, quoi. Le paiement du lait était uniquement en matière grasse. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, tu as la liste de tous les éléments, quoi. Alors, il y a eu quand même eu un gros virage de fait, si tu veux, avec les taureaux, quoi. Puisque l'approvisionnement des taureaux, à l'époque, c'était la Frise, c'était la Hollande, quoi. Après, on s'orientait un peu plus sur le nerf Hollande avec des bêtes un peu plus de conformation. Et puis, bon, après, ben, l'introduction du Holstein, ça a été en, faut pas dire des bêtises, Oui, ben, 70, 75, quoi. Oui. Enfin, puis nous, au début, on était même en rouge. On s'était approvisionné dans le Doubs. Mais comme on n'avait pas du tout l'alimentation d'aujourd'hui, parce que elles n'étaient même pas assez bien nourries pour le potentiel qu'elles avaient en rouge. Elles ont été éliminées automatiquement. Alors, ici, pour l'introduction des Holstein, ça a été en 68. Parce que la fonction du... Enfin, l'inséminateur remplissait son rôle quand même. Il ne conseillait pas du tout comme aujourd'hui. Il n'avait pas du tout. Parce que le premier inséminateur ici, non, c'est pas été Gendin, c'est peut-être bien Gendin. Dans Gendin, c'est dans les années 50, 52. Au tout début de l'installation du centre d'Épinal, quoi. Le centre d'Épinal, il a dû démarrer en 49 ou en 50. Quoi. Puis les courbes de lactation. Voilà, il y avait combien de vaches qui étaient soumises à ça? Tout le troupeau. C'est-à-dire le nombre? À l'époque, au tout début, il y avait quoi, 25 vaches ici. Puis quand on s'est mis en guerre avec René, on a passé à 40, 45, je ne sais plus. C'était le contrôleur laitier qui passait tous les mois. Eh ben, pour deux traites, il pesait le lait, quoi. Et puis il faisait le contrôle, la matière grasse avec sa petite centrifugeuse à main. Oh, bon, ça a été considérable. Hein. Le rameau Holstein, on a gagné 2000 kilos par vache, c'est sûr. Hein. Parce que les Hollandais étaient quand même trop. Et puis le gros progrès qu'il y a eu, c'est quand même l'introduction du maïs. À partir de 70, 71. Quoi. Nous, ici, on a commencé on était dans les premiers aussi, en 71. Mais ça a quand même permis d'avoir de l'énergie pour faire du lait. Quoi. Parce qu'avec les récoltes de foin comme on faisait à l'époque, c'était tellement difficile. Hein. Puis c'était pas la sécheresse, et on a quand même eu des années terribles de pluie. Hein. On a eu une année, avant qu'on construise bien avant, hein. On avait fauché du foin hein, au 1er août. On l'a rentré le 15 août. Ben, c'était plus du foin, c'était de la paille. Tu ne faisais pas de lait avec ça, hein. Même si tu complémentais encore un peu. Parce que le gros progrès c'était génétique, puis le génétique avait été valorisé par la nourriture. Quoi, hein. C'est les deux éléments qui font la production de lait. Hein. Le génétique a été valorisé par l'alimentation, quoi. Puis inversement. Comme maintenant, elles sont nourries normalement avec une mélangeuse, mais ils font quand même plus de 9000 sans problème, quoi. Enfin, la moyenne départementale, je crois maintenant, sur les veaux, ça doit être autour de 8000, hein, alors qu'à l'époque, c'était 3000, même pas. Hein. Et pendant la guerre, ici, c'était 1500 kilos au niveau de la France, les productions. Ben oui, on a déjà... Oui, parce qu'on était déjà en 7 ans. Ben, Robert était déjà en 7 ans avant que j'arrive. Hein. Ici, ils ont dû faire le 7 ans en 55, je crois. Ah ben, tu étais des précurseurs quand même de... Pour faire comprendre... Ben, la plupart des agriculteurs de l'époque, enfin comme moi, on n'avait
Personne n'avait de la formation agricole. Hein. Seulement après. Comme le grand-père faisait, oui. voilà. Tandis qu'à Puis il y avait pas. là, ils ont eu les techniques. Ah ben oui, mais si on fait comme ça, si on met des engrais, c'était. Et puis ils faisaient des tests, ils avaient des champs d'expérience. Oui. Donc, après ils allaient voir, alors automatiquement ils étaient. On est en quelle année là? 56, 50. Oui. Parce que mon père avait seulement le permis, la voiture c'est lui qui transportait les paysans, les citoyens pour aller à la Réunion. De la vallée de la Moselotte, on en venait à rue, ou bien ceux de rue venaient, mais il n'y avait pas beaucoup qui avaient une voiture, alors il avait 203 familiales, et il prenait les autres agriculteurs du coin qui voulaient bien. Et puis les gros progrès, c'est quand même la mécanisation aussi, quoi. Que le début des machines à traire, c'était pareil, c'était des années 50-60. Hein. Moi, là où au Ménil, il n'y avait pas de machine à traire, hein. C'était traité à la main. Hein. C'était une révolution. Hein. Ben oui, chez nous, c'était une petite ferme de montagne, 6-7 vaches. Hein, ils transformaient quand même, hein. La maman transformait en Munster. Quoi. Elle élevait quand même une famille uniquement avec l'exploitation, hein, à l'époque. Des fraudes du contrôle laitier qu'il y avait il y a très très longtemps au début, hein, parce que tout ça c'est l'histoire de la génétique monte naturelle, on va dire, qui avait amené une valeur importante, très très importante au mâle pour la reproduction. Et donc les gens déjà dans les grandes régions d'élevage, ils aimaient bien d'avoir des bons résultats, moyenne d'étable, pour pouvoir vendre les petits mâles, en fait, pour la saillie naturelle, on va dire, dans les élevages. Donc, si on pouvait avoir 2 grammes de matière grasse de plus ou autre, donc, ou plus de lait, il y avait un marché énorme au niveau des mâles de reproduction. Hein. Donc, le contrôle laitier contribuait à donner de la valeur, des fois, à certains éleveurs, quoi, à certains élevages. Voilà. Et puis, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Et je le redis, abonnez-vous parce que cela permet de mieux référencer la chaîne et puis surtout de ne louper aucun nouveau sujet.